Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Alors au programme aujourd'hui, le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, en visite sur ces terres finistériennes. Les derniers noms des vieilles charrues dévoilés et puis balade au milieu des camélias au jardin de Trévarez. Aujourd'hui, nous recevons également le réalisateur argentin Pablo Agüero. Bonjour Pablo. Bonjour. Vous venez nous parler de votre troisième film, Eva ne dort pas, qui est présenté ce vendredi en avant-première au studio à Brest. Un film qui suit les aventures, j'ai envie de dire, du corps décédé d'Eva Perón, l'une des plus grandes figures politiques d'Argentine. Si le décor est sud-américain, c'est en partie dans le Finistère que vous avez écrit le scénario du film. On en parle ensemble tout à l'heure. Et puis c'est vendredi, nous sommes en compagnie d'Aline Baudry. Bonjour Aline. Bonjour. Et le programme est chargé ce week-end pour les sorties en famille. Oui, très chargé pour Pâques. C'est pour Pâques, c'est vrai. Vous nous en parlez tout à l'heure. En fin d'émission dans l'Instant Môme, ce sera juste après la brève de trottoir de Stéphane Leroy. Tout de suite, on démarre par un point sur l'actualité de ce vendredi 25 mars. Jean-Jacques Urvoas de retour sur ces terres finistériennes. L'ancien député quimpérois et nouveau garde des Sceaux était à Brest ce vendredi, à la faculté de droit où il a enseigné pendant plus d'une dizaine d'années. Il venait présider Star Droit, le concours d'éloquence des étudiants, une manière de retrouver les bancs de la fac alors qu'il est devenu ministre de la Justice il y a maintenant 2 mois. Julie Sicot est allée à sa rencontre. J'ai passé 10 ans ici et j'y reviendrai nécessairement, finir ma vie professionnelle. Mon engagement professionnel, c'est l'université. Mon engagement politique, c'est une fonction, c'est pas un métier. Donc ça sera plus éphémère. J'avais accepté quand j'étais président de la commission des lois, d'abord parce que c'est un concours d'éloquence en droit et que je crois que l'université doit offrir toutes les palettes pour permettre aux étudiants de se préparer. Donc c'est un plaisir d'être là et en même temps il y a une utilité pour les étudiants. Donc la vraie star, c'est celle qui a gagné parce que je crois que ça sera une brillante juriste. 28 nouveaux noms annoncés ce vendredi à l'affiche du Festival des Vieilles Charrues. DJ Fakir, The Kills, mais aussi le groupe glam rock Suède, le jeune folk singer Jack Bugg, Lilywood on the Pricks ou encore Lisa and the Lips. On va s'écouter un petit extrait. Voilà, donc 28 noms qui viennent compléter l'affiche déjà composée des Pixies, de Libertine, Lana Del Rey, de Louise Attaque ou encore de Paul Naref. On attend un dernier grand nom, alors il se murmure que ce serait peut-être Pharrell Williams, confirmation dans les heures qui viennent. Je vous rappelle que la 25e édition du Festival des Vieilles Charrues se déroulera du 14 au 17 juillet prochain à Carré, bien sûr. Mais pourquoi les filles boudent-elles les filières scientifiques? Si les garçons prédominent dans les écoles d'ingénieurs, les choses pourraient peut-être changer grâce à l'opération séduction lancée par des ingénieurs brestois ce jeudi. Camille Pochet a suivi les scientifiques de demain. Quand on demande à 100 lycéennes de première scientifique qui souhaitent s'orienter vers le métier d'ingénieur, elles ne sont même pas une dizaine à lever la main. Pour les attirer, des élèves ingénieurs, à peine plus âgés qu'elles, prennent la parole. Dès le plus jeune âge, on leur met en tête que c'est pas vraiment un métier adapté pour elles. C'est pas tout de suite évident. C'est pour ça que j'ai mis du temps à me décider. Ça m'a tout de suite plu. Les pourcentages confirment ce manque d'engouement pour les métiers techniques. Si les filles représentent 50% des bachelières scientifiques, elles ne sont plus que 20% en moyenne dans les écoles d'ingénieurs, comme ici, à l'ENIB, à Brest. Les femmes ingénieures du réseau Elles Bougent se battent pour faire grimper ces chiffres. Les femmes, des fois, n'osent pas, soit par méconnaissance du métier, soit par manque de confiance en elles. Vous pouvez y aller, essayez, ayez confiance en vous et surtout renseignez-vous. C'est pour ça qu'aussi en étant à l'assaut Elles Bougent, on propose aux jeunes
qui se posent des questions sur les métiers d'ingénieur, de contacter des marraines tout à fait bénévolement et qu'elles leur présentent leur métier, qu'elles leur fassent passer aussi un petit moment dans leur entreprise pour voir ce que c'est vraiment. Cette journée séduction, baptisée « Sans femmes, sans métier », n'a pour l'instant pas été fructueuse. Après la visite, la majorité des lycéennes assurent qu'elles ne suivront pas d'études pour être ingénieures. Tout ce qui est mécanique, informatique, je ne sais pas si ça attire beaucoup de filles, quoi. C'était intéressant et je trouve que c'est une bonne initiative quand même pour les filles. Elles ont encore 1 an pour changer d'avis. 750, c'est le nombre de variétés de camélias au château de Trévarez, une particularité qui donne aussi du domaine, qui a permis aussi d'obtenir le prestigieux label Jardin d'excellence. En cette période de floraison optimale, le domaine de Saint-Gouézec, en centre Finistère, consacre aux camélias 3 jours de fête durant ce week-end de Pâques. Découverte des lieux avec Morgane Lincy. Les camélias et le château de Trévarez, c'est une longue histoire d'amour. Forme, taille, couleur, feuillage, la collection de camélias du château est riche en diversité. 85 hectares de jardin pour environ 750 variétés de camélias différentes. Trévarez, c'est l'occasion de découvrir l'aspect culturel et historique méconnu de cette fleur pleine de surprises. Les Américains découvrent en fait les camélias et ils vont commencer à sélectionner des fleurs sur la base de ce qui existe. Et donc ils vont chercher à avoir des fleurs de plus en plus grandes parce qu'en fait eux ils ont des compétitions qui sont basées sur la taille et la couleur des fleurs essentiellement. Donc, plus la fleur est grande, plus on a de chances d'obtenir les médailles. Donc on va sélectionner des grandes fleurs. Pendant ce temps-là, en Angleterre, on a de nouvelles espèces qui arrivent et on va faire des hybridations avec des petites fleurs comme celle-ci. Donc ça c'est des hybrides de Cuspidata qui sont vraiment caractéristiques de la sélection anglaise dans les années 40-50. Et les Français ne sont pas en reste pour faire pousser cette fleur. Le Finistère est même la terre du camélia. 90% de la production française pousse à l'ouest de la Bretagne. Une abondance qui explique logiquement que Pascal, ingénieur botanique, soit allé défendre les camélias du château en Chine lors du congrès international des jardins d'excellence en février 2016. Nous avons obtenu le label Jardin d'excellence, qui est un label mondial décerné par la Société internationale du camélia. Donc il y a une quarantaine à peu près de jardins qui ont obtenu ce label à l'échelle du monde entier. Donc, Trévarez est vraiment maintenant reconnu comme étant un jardin d'importance internationale. Les floraisons de camélias s'étalent de septembre jusqu'à mai. Alors, pour devenir incollable sur cette fleur désormais propre au Finistère, familles, promeneurs ou encore spécialistes ont tout intérêt à venir fouler les allées de ce jardin à la renommée désormais internationale. Allez, on fait un petit tour en mer au large de la Pointe du Raz pour prendre des nouvelles de Marc Pointu maintenant. Isolé depuis 1 mois sur le caillou de Thévenec pour attirer l'attention sur le patrimoine des phares et balises, il nous livre chaque jour son journal de bord. Et aujourd'hui, Marc Pointu fait le plein d'énergie. C'est l'instant Thévenec. Je vous présente cette fois la source d'énergie que j'utilise. Alors comme vous voyez là sur cette tour, les phares et balises utilisent des panneaux solaires pour alimenter le feu. Bien entendu, nous n'avons pas accès à cette énergie, ce qui est normal pour des raisons de sécurité maritime et d'autonomie du feu. Mais nous avons choisi la même source, car il se trouve évidemment que l'éolienne n'est pas très pratique ici, les vents tournoyants autour de la maison, et ça la rend en général peu utilisable. J'utilise donc un panneau solaire d'1 mètre carré que je sors tous les matins et que j'installe ici au pied de la tour côté sud, selon un certain angle optimum. Et ce panneau solaire fournit donc l'énergie suffisante pour une batterie. Alors de cette façon-là, j'ai relié un câble qui entre dans ma pièce à travers ce volet. Et bien nous voici de l'autre côté, voici l'arrivée du câble à travers le panneau qui descend tout simplement pour alimenter cette batterie de 75 ampères qui est tout à fait bien dimensionnée pour l'usage que j'en fais, c'est-à-dire recharger le PC, les appareils photo, tous ces appareillages électroniques. Alors pour ce qui est du reste, c'est-à-dire la lumière notamment, j'utilise des piles sur des lampes de ce genre et bien entendu la bonne vieille lampe tempête à pétrole qui elle, quoi qu'il arrive, fonctionnera toujours.
À bientôt. Voilà, et tout de suite, place au cinéma avec notre invité. Pablo Agüero, vous présentez ce vendredi soir au studio à Brest votre dernier film, Eva ne dort pas. Alors Eva, c'est Eva Perón, une grande figure politique qui se battait pour plus de droits sociaux en Argentine dans les années 40. Si elle ne dort pas, c'est parce qu'elle est morte quand le film démarre en 1952. C'est une personne qui a été tellement influente pour le peuple argentin que même après sa mort, son corps reste encombrant pour ses détracteurs. Vous inventez ici le concept de nécropic. Contrairement au biopic, c'est l'histoire de la mort d'une personne célèbre. C'est un peu ça, Pablo, l'idée? Oui, c'est comment une personne vit après sa mort. Oui. Cette femme, elle est morte très jeune, à 33 ans, comme Jésus-Christ en plus. Oui. Ça alimentait le mythe. Au fait de sa gloire, elle a été embaumée avec une technique de pointe, sans lui prélever aucun organe, alors elle ressemblait à une belle au bois dormant. Oui. Et après un coup d'État, son corps a disparu. Elle a été enterrée 25 ans après sa mort. Elle a été cachée au Vatican, avec la complicité de l'Église. C'est devenu un objet dangereux pour les militaires, parce qu'elle pouvait déclencher une révolution. Juste sa présence physique pourrait déclencher un soulèvement populaire. Donc on le voit, il y avait vraiment matière à faire un film juste dans les 25 ans qui ont suivi sa mort. Ouais. On va tout de suite regarder, avant d'en parler, un petit extrait de la bande-annonce. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Muerta. Esa hembra supo morir a los 33 años, como nuestro Señor Jesucristo. Eterna. Pero está despierta. Hermosa. Paquete recuperado. Cambio. Positivo. Cambio. Probablemente lo están siguiendo. Se han formado varios comandos con la intención de robar el paquete. No es un cadáver. Es Evita. Es un secreto de Estado. Pablo Agüero, vous êtes né en 76 en Argentine, c'est l'année où le corps d'Eva Perón est revenu au pays, si je ne me trompe pas. Un an plus tard, quasiment. Un tout petit peu. Donc, cette période de l'histoire que vous racontez, c'est juste avant votre naissance. Est-ce que c'est une période fascinante quand on est argentin comme vous? C'est une période encore pleine de mystères et fascinante. Oui, on a beaucoup parlé en Argentine de la période d'après, c'est-à-dire la dernière dictature, la plus sanglante, mais on n'a pas trop parlé de ce qui s'est passé après, ce qui l'a précédé, c'est-à-dire tout le processus de la guerre froide entre 1946 et 1976. Qui est une période fascinante. C'est la période vraiment des espions, des secrets. Et où il y a beaucoup de mystères encore, il y a encore plein de théories, même sur l'histoire de son corps. Comment vous avez fait vos recherches pour écrire le scénario? Parce que vous avez dû fouiller l'histoire un petit peu avant de commencer à écrire. Oui, j'ai passé 4 ans à faire des recherches et des réécritures, à chercher le ton du film. C'est là où je suis venu en Bretagne à un moment donné pour déconnecter. Donc alors je précise pour ceux qui ne sont pas au courant, donc vous êtes venu par le biais du groupe Ouest à Brignogan faire une résidence d'écriture pour travailler ce scénario-là. En fait, j'en ai eu 3. Il paraît que je suis l'auteur qui est le plus venu en Bretagne. C'est vrai? Bravo, à travers 3 organisations différentes, toutes liées au groupe Ouest. Et c'était un cadre pour m'isoler et pour chercher des solutions pour ce scénario. Et c'est aussi retrouver un peu l'ambiance de la Patagonie. Je viens de la Patagonie argentine. Et c'est vrai que certaines régions, certaines parties de la Bretagne. Donc la Bretagne a pu influencer un petit peu l'écriture. Oui, c'était l'introspection en fait. Les recherches donc ont été longues 4 ans. C'est délicat quand on s'attaque à un sujet historique comme ça. On y va avec des pincettes? Surtout, je ne voulais pas m'attribuer la vérité historique. Un peu comme font les Américains qui vous disent ceci est une histoire vraie et ils prétendent qu'ils vous disent la vérité. Et c'est jamais exactement la vérité. Et c'est surtout quelque chose de didactique. Ils essaient de vous dire ce que vous devez penser. J'ai choisi de faire un film plus étrange, qui peut être déroutant, mais qui est une expérience. C'est vraiment un film de cinéma. Vous entrez, vous vivez l'expérience. Et si vous voulez connaître davantage sur l'histoire réelle, vous pouvez lire, chercher sur Internet. Mais le film n'est qu'un film. Vous êtes plongé dedans. Un film qui rend curieux, c'est vrai, après l'avoir vu, on a envie d'en savoir plus. On va dire pourquoi il est peut-être un peu étrange. En tous les cas, il est peu classique parce que le scénario est composé donc de 3 huis clos.
entrecoupé d'images d'archives très fortes. Des archives de foule dans les rues qui acclament Eva Perón. Ça tranche avec ces huis clos très intimistes où il y a maximum 3 personnages en même temps. Moi, je voulais savoir un petit peu, justement, quand vous êtes allé chercher ces images d'archives, c'est quoi leur rôle dans ce film? En fait, elles étaient très accessibles. J'étais très étonné qu'elles n'aient pas été exploitées davantage parce qu'il y a des images incroyables. Cette femme, je pense qu'il n'y en a pas eu d'autres personnalités politiques qui convoquent autant de gens. Il y a 2 millions de personnes à un moment donné devant elle. C'est énorme. Elles sont extrêmement impressionnantes. En Argentine, il y a l'avenue la plus large au monde, 130 mètres de large, et jusqu'à l'horizon, il y a la foule. Et il y a des images très très impressionnantes que je me suis appropriées sans vergogne. 3 huis clos à 3 périodes différentes de l'histoire. L'embaumeur, vous en parliez, le transporteur du corps, le dictateur enfermé par les révolutionnaires. Pourquoi ces personnages-là? Vous auriez pu, j'imagine, il y en a plein d'autres que vous auriez pu choisir dans l'histoire du... Oui, si je mettais en valeur la figure d'Eva Perón à travers les gens qui l'adoraient, ça aurait été presque écœurant parce qu'il y avait une telle adulation. Trop de passion. Trop de passion, oui, alors que trop d'empathie avec les personnages, et ça m'aurait poussé vers un discours unique, une sorte de pamphlet. Alors que la voir par le regard de ses ennemis permet de voir aussi à quel point c'était révolutionnaire. Une femme au pouvoir, à quel point c'était révoltant pour les hommes, pour le machisme, à quel point c'était subversif ce qu'elle faisait à cette époque-là. Et c'est d'autant plus intéressant de le voir à travers le regard de ses ennemis. À quel point elle les a déstabilisés, elle les a perturbés, elle les perturbe encore. Le tournage a été fait assez rapidement, 20 jours. Oui. Je dis pas de bêtises, Pablo, à peu près. Parce qu'on n'avait pas le budget qu'on devait avoir. Plus. Et la particularité, c'est que vous avez tourné des scènes en plan séquence, les plans sans couper la caméra. Vous coupiez un peu après dedans. Qu'est-ce que ça apporte? Au lieu de me dire j'ai peu de moyens et du coup je vais avoir moins d'ambition, je fais un pari plus ambitieux encore. Ça paraît étrange, mais il y avait une méthode. C'était de faire beaucoup de répétitions, de préparer des plans qui soient parfaitement chorégraphiés à l'avance, de travailler beaucoup en amont et de tourner des plans qui soient un défi. Chacun un défi esthétique, un défi des jeux d'acteurs. C'est presque virtuose ce qu'ils doivent faire parfois les acteurs dans un plan séquence de 15 minutes où ils ont en même temps une scène dramatique, des émotions, un moment d'action, des dialogues complexes, des scènes avec des armes. Du coup, il y a une tension, il y a quelque chose qui pourrait ne pas arriver jusqu'au bout. Et je pense que ça donne une certaine magie au film. Ça le rend étrange aussi, son rapport au temps est particulier. Mais je trouve que ça fait aussi la magie et le côté hypnotique du film. Qu'est-ce que vous voudriez que le spectateur retienne d'Eva Perón ou du film, tout simplement? Eva est controversée, comme à mon avis, toute personnalité politique. Il y a des grands héros, je ne vais même pas les mentionner pour ne pas créer trop de débats, des grands héros qui ont libéré des pays pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont libéré l'Europe, mais qui sont responsables des massacres dans des pays du tiers-monde en même temps. Toute personnalité politique est ambiguë. Alors je ne veux pas faire une apologie d'Eva comme d'aucune autre, mais je veux qu'on retienne ça qu'on a réprimé, censuré, écrasé, massacré pendant plus de 25 ans en fait, parce qu'après il y a eu d'autres dictatures. Et 70 ans après sa mort, elle est plus présente que jamais. Et en fait, ça prouve qu'on ne peut pas effacer les mémoires collectives, qu'on ne peut pas effacer le souvenir de quelqu'un, on ne peut pas effacer une idéologie, une pensée, un message. Et ça, c'est la beauté de l'histoire et la beauté du cinéma aussi, de faire revivre quelqu'un à travers le regard des autres. Merci beaucoup, Pablo Agüero. Et puis, on vous attend peut-être sur d'autres nécropiques prochainement, donc d'autres personnages célèbres dont vous nous raconterez aussi bien leur mort. Tout de suite, on retrouve... Alors, je précise que c'est le 6 avril, c'est ce soir au studio à Brest. Il faut venir vite. Mais c'est après le 6 avril sur vos écrans. Eva ne dort pas. Voilà, tout de suite, on retrouve Steven Leroy et sa brève de trottoir. Ouais, comment c'est? Ça gaze avec toi ou quoi? Ouais, nickel. Je sais pas si t'as vu, aujourd'hui, il y a Jean-Jacques Urvoas, le garde des Sceaux, pas SOTS, l'autre, quoi, qui vient à la fac de droit parce que il y a les Clampec, là, qui vont faire un concours d'éloquence. Et je sais pas si t'as déjà été au tribunal, mais moi, je suis allé déjà. Je t'expliquerai pas pourquoi, c'est ma vie d'ailleurs. Et des fois, tu vois les gars, et effectivement, ils sont défendus par des types, tu vois. Ils arrivent comme ça, ils font... Oui, monsieur le président, je crois qu'en toute sérénité, vous pouvez être clément et faire peser une épée de Damoclès. Ouais, mais non, t'es nul. Tu comprends que dalle ou quoi? Comment tu veux que le mec que tu défends, il comprenne, il entraque quelque chose à ce que tu racontes si tu parles avec des mots qu'il comprend pas? Eh non, faut le faire vraiment, tu vois, au taquet, quoi. Par exemple, tu vas voir un juge, tu fais... Ouais, bon, ok.
Il était rawette complet. Il était fait comme un rat. Il avait picolé comme un trou. Ok. Il avait mis une demi-bouteille de jambes de chinois dans sa gueule et un kilo de rouquin. Ok, là-dessus, pas de problème. Et ouais, il a mis un plaf énorme au mec en face. Mais il faut voir la gueule du mec en face. Hein. Il avait cherché tout ça, des crosses, tout ça. Il était à moitié, boltos, tout ça. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu pars en courant ou... je sais pas, tu vas, quoi. Tu t'as un coup de plaf ou deux, quoi. Et puis, je voudrais pas te dire ça, mais... les antécédents qu'il a, quoi. Moi, je connais sa bourgeoise. Putain, tu rentres chez toi le soir à jeun, je te garantis, tu viens pas 2 fois. Hein. Ouais, comme il a des nains, il est obligé de rentrer, quoi. Ouais, du coup, il met un peu dans sa gueule, quoi. Bon. Et quand j'entends le procureur, là, qui à moitié, il voudrait rouvrir Pontagnou pour le mettre dedans, ça va pas bien, quoi. Et le mec, il bosse, hein. Il est au taf, hein. Et il a du mail, hein, je te garantis. Et peut-être un travail d'intérêt général, je sais pas, je dis ça au PEF, quoi. Ça peut être bien pour lui, quoi. Mais je t'explique, un vrai travail d'intérêt général, quoi. Pas repeindre pour la 953e fois l'école Kermachin du quartier de Ker, je sais pas quoi. Hein. Non, non. Comme il est cuistot, par exemple, et qu'il y a des tas de mecs qui crèvent la dalle, je sais pas. On pourrait peut-être faire à bouffer pour les autres, je sais pas, c'est une idée. Tu vois, comme ça, au moins, t'as peut-être une chance d'être défendu. Et après ça, peut-être qu'un jour, tu seras à l'Élysée. Voilà. Et puis, comme chaque vendredi, on termine la semaine en famille avec l'instant môme d'Aline Baudry. Et ça rime. Et ce week-end, Aline, on fête Pâques un peu partout dans le Finistère. Oui, tout à fait. Ce week-end, c'est le week-end de Pâques. Donc, quoi de plus classique que la traditionnelle chasse aux œufs qui va avoir lieu effectivement un peu partout dans le Finistère, entre autres à Ergué-Gabéric, où cette chasse aux œufs est organisée depuis 1998, donc ça commence à dater un petit peu, et c'est la chasse à l'œuf la plus luxueuse de l'Ouest, attention, avec 2 œufs en or qui sont cachés parmi les 5000 œufs en chocolat et autres surprises. Ça donne envie aux parents d'aller les chercher aussi. Voilà. Et il y a plus de succès chaque année, donc c'est une grande balade familiale dans Ergué-Gabéric, un circuit balisé, un parcours spécialement dédié aux moins de 6 ans. Donc si on veut participer, rendez-vous sur la place principale du bourg d'Ergué-Gabéric à 14h. Ça coûte 4 € pour les adultes et 2 € pour les enfants de moins de 12 ans. Et également, en ce qui concerne les chasses aux œufs, un peu partout ailleurs dans le Finistère, c'est le Secours populaire qui organise aussi chaque année des chasses à l'œuf. Alors au Bourg-Blanc le 27, au Bois de Kérois, à la Bresse le 27 également, à Daoulas le 28 et un peu plus tard, pendant les vacances, à Loctudie le 13 avril. Là aussi, il y a une petite participation financière et tous les bénéfices serviront évidemment à financer les actions du Secours populaire vis-à-vis des plus démunis dans le monde entier. C'est une bonne action, c'est bien. Voilà. Et en plus, oui, voilà, ce que je voulais, c'est que les œufs du Secours populaire sont offerts par Kinder. Donc, ça va peut-être. C'est aussi le moment de visiter le musée de Pont-Aven qui rouvre ses portes. Oui, Aline. En effet, on a vu des affiches un peu partout. Le musée de Pont-Aven rouvre enfin ses portes après plus de 2 ans de travaux. Alors, qui dit qu'il a eu la chance d'aller faire un petit tour, c'est vraiment magnifique. Allez-y, c'est canon. Et donc, le samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 mars, tout le week-end de Pâques, c'est journée porte ouverte. C'est donc gratuit pour tout le monde. Et pour les enfants, il y a des choses... Alors, il y a une salle qui est prête, que j'ai vue également, et pendant les vacances surtout, on va avoir beaucoup d'activités, d'animations, d'ateliers. Ah oui, c'est l'occasion. Par contre, on attend beaucoup de monde, donc il vaut mieux réserver sur Internet, sur le site du musée, réserver son créneau. D'accord, merci pour la feuille. Et puis, de la culture, on va passer un peu au sport avec le village de la Transat AG2R qui ouvre ses portes également, c'est à Concarneau. Oui, là aussi à Concarneau, Transat AG2R, qu'on appelle la Transat d'ailleurs maintenant, la mondiale Transat. Donc c'est à Concarneau. La course commence le 3 avril, le départ de la course est le 3 avril, donc ça nous laisse une semaine pour aller en famille visiter le village. Dimanche, il y a par exemple un atelier cuisine animé par un chef et un skipper, ça risque d'être assez rigolo. Des sardines en boîte peut-être. Sympa, je sais pas ce qu'on mange à bord. Sur le site de la Transat, on peut admirer les bateaux, on peut rencontrer les skippers bien évidemment. Et sur le site internet de la Transat, il y a un livret téléchargeable pour suivre la course avec les enfants, donc est spécialement destiné aux enfants. C'est le moment de se balader également. Et puis on garde les pieds dans l'eau avec une jolie aventure pour terminer, Annie. Oui, jeudi dernier, Kid Click a eu la chance avec 2 classes brestoises d'assister à la remise en liberté des filleuls de ces classes-là, à savoir 3 phoques qui ont été récupérés, requinqués et soignés par les soigneurs d'Océanopolis. Et il faut savoir que chaque année, je l'ignorais, Océanopolis recueille quasiment une 30aine de phoques chaque année ou de mammifères marins
qui échouent sur les plages finistériennes, qui peuvent être blessés ou abandonnés. Donc ils les récupèrent, ils les soignent et grâce à cette passion-là, ils peuvent également, par la suite, comme ici, les rejeter à la mer, ils retournent dans leur élément. Et j'en profite pour préciser que le programme d'Océanopolis également pour les vacances, les prochaines vacances, ne va pas tarder, on va bien s'amuser. Bon, vous nous en parlez la prochaine fois. Tout à fait. Merci beaucoup Aline, merci Pablo Agüero d'être venu sur le plateau de l'Instant T. Ce week-end, n'oubliez pas d'avancer vos montres d'1 heure, voilà, ce sera mieux. Et puis nous, on se retrouve mardi pour une nouvelle émission. D'ici là, passez un excellent week-end de Pâques sur TBO. Ciao.